On vous a menti, on vous a fait croire que les femmes n'ont jamais gouverné la France, que la loi salique les a toujours tenues à l'écart du pouvoir, que Catherine de Médicis a été la première à tirer les ficelles dans l'ombre. C'est faux. Bien avant elle, des reines, des régentes, des stratèges ont dirigé ce royaume. Elles ont levé des armées, elles ont écrasé des révoltes, elles ont changé le cours de l'histoire. L'une d'elles a provoqué 3 siècles de guerre entre la France et l'Angleterre, par une seule décision. Une autre a financé en secret l'épopée de Jeanne d'Arc, et une dernière a été si redoutée qu'on l'a surnommée Madame la Grande. Pourtant, leurs noms ont été effacés des manuels scolaires. Ce soir, je vais vous les révéler. 5 femmes, 5 destins extraordinaires et une vérité que l'histoire officielle a préféré oublier. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. J'ai hâte de voir de quel coin de la francophonie vous venez. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous pour ne rien manquer. Chaque semaine, on déterre ensemble ce que les livres n'ont jamais osé raconter. Maintenant, entrons dans l'histoire et commençons par le numéro 5. Nous sommes en 566. Dans la ville de Metz, capitale du royaume d'Austrasie, une jeune femme descend d'un chariot doré. Elle a 15 ans. Elle s'appelle Brunehaut. Elle vient d'Espagne, du royaume wisigoth, et elle arrive pour épouser Sigebert Ier, roi des Francs. Autour d'elle, des guerriers aux cheveux longs, des nobles couverts de fourrure, des prêtres en robes sombres. Un monde brutal, violent, où le pouvoir se conquiert par l'épée et se perd dans le sang. Bruno observe. Elle ne dit rien, mais derrière ses yeux, une vision se forme déjà, car cette jeune princesse n'est pas une épouse ordinaire. Elle a grandi dans une cour qui se souvenait encore de Rome. Elle parle latin. Elle connaît le droit romain, l'administration impériale, les codes qui permettent de gouverner un empire, et elle arrive dans un monde qui a tout oublié de cette grandeur passée. Les royaumes francs, à cette époque, ne ressemblent en rien à ce que la France deviendra. Le territoire est morcelé entre plusieurs rois, tous descendants de Clovis, tous rivaux, tous prêts à s'entretuer pour agrandir leur part d'héritage. La violence est la règle, les assassinats politiques, une habitude. Les femmes, des pions que l'on échange pour sceller des alliances. Bruno refuse ce destin. Très vite, elle s'impose auprès de son mari. Elle le conseille. Elle influence ses décisions. Elle rêve d'unifier ces royaumes barbares, d'y imposer l'ordre, la justice, une administration digne de l'Empire romain disparue. Mais elle a une ennemie. Elle s'appelle Frédégonde. C'est la reine de Neustrie, l'épouse du frère de Sigebert. Et entre ces deux femmes va se jouer l'une des rivalités les plus sanglantes de l'histoire de France. Tout commence par un meurtre. En 567, Frédégonde fait assassiner Galswinthe, la sœur de Bruno, qui avait épousé le roi de Neustrie. Le mobile est simple. Frédégonde, ancienne servante devenue maîtresse du roi, voulait prendre sa place. Elle y parvient. Elle devient reine. Bruno n'oubliera jamais. Pendant plus de 40 ans, ces deux femmes vont s'affronter. Pas directement, car les reines de cette époque ne mènent pas les armées au combat, mais par l'intermédiaire de leurs maris, de leurs fils, de leurs alliés. Chaque bataille, chaque traité, chaque assassinat porte la marque de leur haine. En 575, le roi Sigebert est sur le point de triompher. Ses armées encerclent Paris. La victoire est proche, et c'est à ce moment précis que 2 esclaves, envoyés par Frédégonde, le poignardent avec des lames empoisonnées. Bruno se retrouve seul, veuve, mère d'un enfant de 5 ans qui devient roi, entourée d'ennemis qui ne rêvent que de sa chute. N'importe quelle autre femme aurait été balayée, pas elle. Bruno prend le pouvoir comme régente. Elle gouverne au nom de son fils Childebert II. Elle négocie avec les nobles, achète les loyautés, élimine les traîtres. Elle fait preuve d'une intelligence politique qui stupéfie ses contemporains. Grégoire de Tours,
L'évêque historien qui a vécu cette époque écrit qu'elle était une femme d'une grande intelligence et d'une conversation agréable. Venant d'un homme d'église du VIe siècle, c'est un compliment extraordinaire. Mais Brunehaut ne se contente pas de survivre. Elle veut transformer ce royaume. Elle fait construire des routes solides, pavées, comme celles de l'Empire romain. Ces chaussées Brunehaut existent encore aujourd'hui dans le nord de la France. Elles portent toujours son nom, 15 siècles plus tard. Elle tente de limiter le pouvoir des nobles, de centraliser l'administration, d'imposer une justice royale qui s'appliquerait à tous. Elle protège l'Église, fonde des monastères, correspond avec le pape Grégoire le Grand qui la traite en égale. Elle rêve d'un royaume unifié, organisé, gouverné par des lois plutôt que par la force brute. Mais ce rêve fait des ennemis. Les nobles francs ne veulent pas d'une administration centralisée. Ils veulent garder leurs privilèges, leur autonomie, leur droit de faire la guerre comme bon leur semble. Et surtout, ils ne veulent pas être gouvernés par une femme, une étrangère, une wisigothe qui prétend leur imposer les méthodes de Rome. Brunehaut tient bon pendant des décennies. Elle survit à son fils Childebert II, mort en 596. Elle devient régente de ses petits-fils. Elle continue de gouverner, de bâtir, de résister. Mais en 613, tout s'effondre. Clotaire II, le fils de Frédégonde, sa rivale morte depuis 16 ans, a réussi à unifier les royaumes francs contre elle. Les nobles qu'elle a combattus toute sa vie se rallient à lui. Ses propres arrière-petits-fils sont assassinés. Brunehaut est capturée à Renève, en Bourgogne. Elle a plus de 70 ans. Ce qui l'attend est atroce. Clotaire II veut faire un exemple. Il veut montrer ce qui arrive aux femmes qui osent gouverner comme des hommes. Brunehaut est d'abord promenée sur un chameau à travers le camp, exposée aux moqueries des soldats. Puis, elle est torturée pendant 3 jours. Enfin, on l'attache par les cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval sauvage. Le cheval est lancé au galop. Le corps de Brunehaut est disloqué, traîné dans la poussière jusqu'à ce que la mort vienne. Elle qui avait rêvé de l'ordre romain meurt dans la barbarie la plus absolue. Mais voici ce que ses bourreaux n'ont pas compris. Brunehaut a échoué à unifier les royaumes francs. Elle a échoué à imposer l'administration romaine. Elle a été vaincue, humiliée, suppliciée. Pourtant, son rêve a survécu. 2 siècles plus tard, un autre souverain reprendra son projet. Il s'appellera Charlemagne, et il accomplira ce qu'elle avait tenté, unifier l'Occident, restaurer l'idée d'empire, imposer l'ordre et la loi. Sepposekek, route de Brunehaut, ont servi à ses armées. Les monastères qu'elle avait fondés ont préservé le savoir. L'idée même d'un pouvoir royal fort, centralisé, supérieur aux caprices des nobles, c'est elle qui l'avait plantée dans ce sol barbare. Brunehaut n'a pas réussi, mais elle a montré que c'était possible, et elle l'a fait dans un monde qui refusait aux femmes le droit de gouverner. Elle a été la première à comprendre que le pouvoir, ce n'est pas seulement conquérir, c'est aussi administrer, organiser, construire pour les siècles à venir. Elle a payé ce rêve de sa vie. Mais 1500 ans plus tard, ces routes portent encore son nom. Imaginez une femme qui a été reine de France, puis reine d'Angleterre, qui a chevauché jusqu'en Terre Sainte pendant une croisade, qui a été emprisonnée pendant 16 ans par son propre mari, et qui, à plus de 80 ans, traversait encore l'Europe à cheval pour négocier la libération de son fils. Cette femme a existé. Elle s'appelait Aliénor d'Aquitaine, et sa vie ressemble à un roman d'aventure que personne n'oserait inventer. Nous sommes en 1137. Dans la cathédrale de Bordeaux, une jeune fille de 15 ans vient d'hériter du duché d'Aquitaine. Son père, Guillaume Lalisse, est mort en pèlerinage. Elle se retrouve à la tête du plus grand territoire de France, plus vaste que le domaine royal lui-même. L'Aquitaine, c'est tout le sud-ouest, Bordeaux, Poitiers, la Gascogne, le Limousin. Des terres riches, des ports prospères, des vignobles réputés. Un trésor que tous les princes d'Europe convoitent.
Le roi de France, Louis VI, comprend immédiatement l'enjeu. Avant même que le corps de Guillaume Taquet se soit froid, il envoie son fils épouser l'héritière. Le mariage est célébré en catastrophe. Quelques semaines plus tard, Louis VI meurt. Son fils devient Louis VII. Aliénor est reine de France. Elle a 15 ans. Mais très vite, le mariage tourne au désastre. Louis VII est pieux, austère, presque moine dans son comportement. Aliénor est cultivée, passionnée, habituée aux cours raffinés du Sud, où les troubadours chantent l'amour courtois. Leurs caractères s'opposent en tout. En 1147, Louis VII décide de partir pour la deuxième croisade, et Aliénor fait quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Elle l'accompagne. Elle chevauche à la tête de ses vassaux aquitains, vêtue comme une guerrière selon certains chroniqueurs. La croisade est un échec total. L'armée française est décimée. Les tensions entre les époux explosent. Des rumeurs circulent sur une relation entre Aliénor et son oncle Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. Vraies ou fausses, ces rumeurs empoisonnent définitivement le mariage. Au retour, la situation est devenue intenable. Louis VII et Aliénor n'ont eu que 2 filles, pas d'héritier mâle. Pour un roi médiéval, c'est une catastrophe. En 1152, le mariage est annulé pour consanguinité, un prétexte juridique commode. Aliénor récupère son Aquitaine et redevient libre. Ce qui se passe ensuite va changer l'histoire de l'Europe. 8 semaines après son divorce, Aliénor épouse Henri Plantagenet, comte d'Anjou et duc de Normandie. Elle a près de 30 ans. Il en a 19. 2 ans plus tard, Henri devient roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Aliénor est à nouveau reine, mais cette fois, elle règne sur un empire. Car Henri II ne possède pas seulement l'Angleterre. Avec l'Aquitaine d'Aliénor, ses propres territoires d'Anjou et de Normandie, il contrôle désormais la moitié ouest de la France. Plus de terre en France que le roi de France lui-même. Cette situation explosive, un roi d'Angleterre plus puissant en France que le roi français, va provoquer 3 siècles de guerre. La guerre de 100 ans, qui ravagera la France entre 1337 et 1453, trouve son origine dans ce mariage. Une seule décision d'une seule femme a redessiné la carte de l'Europe. Aliénor donne 8 enfants à Henri II, dont 2 futurs rois d'Angleterre, Richard, surnommé Cœur de Lion, et Jean, dit Santerre. Elle administre ses domaines aquitains, patronne les arts, fait de sa cour un centre de culture où les troubadours sont honorés. Mais Henri II la trahit. Le roi prend une maîtresse officielle, Rosemonde Clifford, qui l'installe au palais. L'humiliation est publique. Aliénor ne pardonne pas. En 1173, elle pousse ses propres fils à se révolter contre leur père. Richard, Geoffroy et même le jeune Jean prennent les armes. C'est une guerre civile au sein de la famille royale. Henri II écrase la révolte et il sait qui l'a fomentée. Aliénor est arrêtée, ramenée en Angleterre et enfermée dans divers châteaux. Elle restera prisonnière pendant 16 ans. Camp à sang, 16 années de captivité, surveillée, isolée, privée de tout pouvoir. N'importe quelle autre femme aurait été brisée. Pas Aliénor. En 1189, Henri II meurt, épuisé par les guerres et les trahisons de ses fils. Richard Cœur de Lion devient roi. Son premier acte est de libérer sa mère. Aliénor a près de 70 ans. Elle a passé 16 ans en prison et elle reprend immédiatement le pouvoir. Quand Richard part pour la 3e croisade, c'est Aliénor qui gouverne l'Angleterre en son absence. Quand Richard est capturé en Autriche au retour, c'est Aliénor qui réunit l'énorme rançon exigée pour sa libération. 150 000 marques d'argent, l'équivalent de 2 années de revenus du royaume. Elle écrit au pape pour réclamer son aide. Sa lettre a été conservée. Elle s'y décrit comme « Aliénor, par la colère de Dieu, reine d'Angleterre. Par la colère de Dieu, pas par la grâce, la colère. Même le pape n'ose pas lui tenir tête.
Richard meurt en 1199, tué par un carreau d'arbalète devant un château du Limousin. Aliénor a perdu son fils préféré. Elle a presque 80 ans. Elle continue. Elle soutient son dernier fils, Jean Santerre, devenu roi. Elle traverse les Pyrénées, à cheval à son âge, pour aller chercher sa petite fille Blanche de Castille et la ramener en France pour son mariage avec le futur Louis VIII. Cette Blanche de Castille que nous retrouverons plus tard dans ce documentaire. Aliénor meurt en 1204 à l'abbaye de Fontevraud. Elle a plus de 80 ans, un âge extraordinaire pour l'époque, où l'espérance de vie dépassait rarement 50 ans. Elle est enterrée aux côtés d'Henri II, l'homme qui l'avait emprisonnée, et de Richard Cœur de Lion, le fils qu'elle avait tant aimé. Son gisant la représente un livre ouvert entre les mains, symbole de la culture qu'elle avait protégée toute sa vie. Aliénor d'Aquitaine a été reine de France pendant 15 ans, reine d'Angleterre pendant 35 ans. Elle a participé à une croisade, survécu à 16 ans de captivité, gouverné un empire, élevé 2 rois. Elle a pris une décision, son remariage avec Henri II, qui a déclenché des siècles de guerre entre la France et l'Angleterre. Mais surtout, elle a prouvé quelque chose d'essentiel. Dans un monde où les femmes étaient des monnaies d'échange, des ventres destinés à produire des héritiers, des pions sur l'échiquier des hommes, Aliénor a refusé de subir son destin. Elle a choisi son second mari. Elle a gouverné ses terres. Elle a défié un roi. Elle a survécu à tout. Et quand l'histoire de France mentionne cette époque, c'est son nom qui résonne encore. Pas celui de Louis VII, pas même celui d'Henri II, le sien. Nous sommes en 1226. Le roi Louis VIII vient de mourir de dysenterie, en pleine campagne militaire contre les Cathares du sud de la France. Il avait 39 ans. Il n'a régné que 3 ans. Son fils, Louis, n'a que 12 ans, trop jeune pour gouverner seul. Le royaume de France se retrouve sans maître. Et dans l'ombre, les loups s'approchent. Les grands seigneurs du royaume voient dans cette minorité royale une occasion inespérée. Depuis des décennies, les rois capétiens ont grignoté leur pouvoir, renforcé l'autorité royale, réduit leurs privilèges. Maintenant qu'un enfant porte la couronne, c'est le moment de reprendre ce qu'ils ont perdu. Mais entre eux et le trône, il y a une femme. Elle s'appelle Blanche. Elle est espagnole, fille du roi de Castille. Elle a épousé Louis VIII 26 ans plus tôt, dans un mariage arrangé par sa grand-mère, une certaine Aliénor d'Aquitaine, qui avait traversé les Pyrénées à 80 ans pour venir la chercher. Blanche a 38 ans. Elle est veuve, et selon le testament de son mari, c'est elle qui doit assurer la régence jusqu'à la majorité de son fils. Les barons français n'en croient pas leurs oreilles. Une femme, une étrangère, une Espagnole qui ne connaît rien aux coutumes du royaume. Comment ose-t-elle prétendre gouverner la France? Ils vont vite comprendre leur erreur. Dès les premières semaines, une coalition se forme contre Blanche. Le comte de Champagne, le duc de Bretagne, le comte de la Marche, les plus puissants seigneurs du royaume s'unissent. Ils veulent écarter la régente, prendre le contrôle du jeune roi, peut-être même le remplacer. En 1227, ils passent à l'action. Le plan est audacieux, kidnapper le jeune Louis IX pendant un déplacement avant qu'il n'atteigne Paris. Sans le roi, Blanche n'est plus rien. La régence s'effondre. Les barons prennent le pouvoir. Blanche apprend le complot juste à temps. Ce qu'elle fait alors révèle sa vraie nature. Elle ne fuit pas. Elle ne négocie pas. Elle fait appel au peuple de Paris. Les bourgeois, les artisans, les marchands de la capitale se mobilisent. Une foule immense se forme et marche à la rencontre du jeune roi pour l'escorter jusqu'à Paris. Les barons, qui comptaient sur un coup de force discret, se retrouvent face à une armée populaire. Ils reculent. Le chroniqueur Jean de Joinville, qui a connu personnellement Louis IX, écrira plus tard que Blanche gouvernait le royaume avec autant de sagesse qu'aucun homme n'aurait pu le faire. Venant d'un homme du XIIIe siècle, ce n'est pas un compliment anodin. C'est une reconnaissance stupéfiante, car Blanche ne se contente pas de défendre. Elle attaque. Au cours des années suivantes, elle démantèle méthodiquement la coalition des barons. Elle confisque des fiefs.
Elle exile les rebelles. Elle achète les loyautés qu'elle ne peut pas conquérir. Elle joue les seigneurs, les uns contre les autres, avec une habileté machiavélique, 2 siècles avant Machiavel. Le comte de Champagne, Thibaut IV, était l'un des conjurés les plus dangereux. Blanche le retourne complètement. Certains chroniqueurs insinuent qu'elle a utilisé son charme. Thibaut était poète et troubadour, connu pour ses chansons d'amour. D'autres suggèrent des promesses politiques. Peu importe la méthode, le résultat est là. Thibaut devient l'un des plus fidèles soutiens de la régente. Blanche gouverne avec une main de fer. Elle renforce l'administration royale que Philippe Auguste avait créée. Elle surveille les comptes du royaume, contrôle les nominations, vérifie la loyauté de chaque officier. Rien ne lui échappe. Elle est aussi impitoyable quand il le faut. En 1229, elle réprime durement une révolte étudiante à Paris. Des clercs sont tués. L'université proteste. Le pape s'en mêle. Blanche tient bon. L'ordre public passe avant tout. Mais il y a un aspect de Blanche que les historiens ont longtemps critiqué, sa possessivité envers son fils. Louis IX épouse Marguerite de Provence en 1234. Le jeune roi a 20 ans. Il est fou amoureux de sa femme. Mais Blanche ne supporte pas cette rivale. Les chroniques rapportent qu'elle faisait surveiller le couple, qu'elle s'arrangeait pour les empêcher de passer du temps ensemble, que des serviteurs avaient pour mission de frapper à la porte dès que le roi restait trop longtemps dans la chambre de la reine. Jean de Joinville raconte une scène révélatrice. Un jour, Louis IX rendait visite à Marguerite, qui était malade. Quand Blanche est entrée dans la chambre, le roi s'est caché derrière le lit, comme un enfant pris en faute. La reine-mère a pris son fils par la main et l'a emmené hors de la pièce. Marguerite, en larmes, aurait crié « Hélas, vous ne me laisserez voir, monseigneur, ni morte ni vive ». Cette scène paraît presque comique aujourd'hui, mais elle révèle quelque chose de profond. Blanche avait peur de perdre son influence sur son fils, peur qu'une autre femme ne prenne sa place dans le cœur du roi, peur, peut-être, de redevenir ce qu'elle était avant, une princesse étrangère sans pouvoir réel, car tout le pouvoir de Blanche dépendait de Louis. Si le roi se détournait d'elle, si une autre voix prenait le dessus, tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer. En 1248, Louis IX décide de partir pour la 7e croisade. Il a 34 ans. Il veut accomplir son devoir de roi chrétien, délivrer Jérusalem, marcher sur les traces du Christ. Blanche a plus de 60 ans. Elle reprend la régence. Pendant 4 ans, elle gouverne seule le royaume. Elle gère les finances, maintient l'ordre, protège les frontières. Elle correspond avec son fils, lui envoie des renforts, de l'argent, des conseils. La croisade est un désastre. Louis IX est capturé en Égypte. Il faut payer une rançon colossale pour le libérer. Blanche ne verra jamais son fils revenir. Elle meurt en novembre 1252, à l'abbaye de Maubuisson qu'elle avait fondée. Louis IX est encore en Terre Sainte. Il n'apprendra la mort de sa mère que des semaines plus tard. On raconte qu'il s'est enfermé pendant des jours, refusant de voir quiconque. Blanche de Castille n'a jamais su ce que son fils deviendrait. Elle n'a jamais su qu'il serait canonisé par l'Église, qu'il deviendrait Saint Louis, l'un des rois les plus vénérés de l'histoire de France, qu'on le célébrerait comme un modèle de justice, de piété, de sagesse royale. Mais ce Saint Louis, qui l'a formé? Qui lui a appris à gouverner? Qui lui a montré ce qu'était l'autorité royale? Qui a protégé son trône quand il était enfant, écrasé ses ennemis, maintenu l'unité du royaume? Blanche de Castille. Les historiens du XIXe siècle l'ont souvent réduite à une mère possessive, une belle-mère tyrannique, une femme aigrie qui empêchait son fils d'aimer son épouse. Ils ont oublié l'essentiel. Sans Blanche, il n'y aurait pas eu de Saint-Louis. Sans elle, le royaume de France aurait peut-être sombré dans le chaos des guerres féodales. Sans elle, les barons auraient repris le pouvoir qu'ils avaient perdu. Elle a tenu le royaume. Elle a formé le roi. Et quand son fils est parti pour la croisade,
C'est elle qui a porté la France sur ses épaules, à plus de 60 ans, seule. Nous sommes en 1429. La France agonise. Le roi Charles VI est mort fou, après des années de démence. Le traité de Troyes a déshérité son propre fils, le dauphin Charles, au profit du roi d'Angleterre. Paris est aux mains des Anglais et de leurs alliés bourguignons. Le nord du royaume est occupé, le sud résiste à peine. Le dauphin Charles s'est réfugié à Bourges. Ses ennemis l'appellent avec mépris le petit roi de Bourges. Il a 26 ans. Il doute de tout, de sa légitimité, de ses droits, de lui-même. Sa propre mère, Isabeau de Bavière, a signé le traité qui le déshérite. Elle a laissé entendre qu'il n'était peut-être pas le fils de Charles VI, que son vrai père était Louis d'Orléans, l'amant qu'elle avait pris pendant la folie du roi. Charles ne sait plus qui il est. Il ne sait plus s'il a le droit de revendiquer la couronne. Et c'est dans ce chaos qu'une jeune paysanne de 17 ans arrive à Chinon. Elle s'appelle Jeanne. Elle vient de Domrémy, un village de Lorraine. Elle affirme entendre des voix, celles de Saint-Michel, de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite. Ces voix lui ont ordonné de sauver la France, de faire sacrer le dauphin à Reims, de chasser les Anglais du royaume. Voici la question que personne ne pose jamais. Comment une paysanne illettrée, venue de nulle part, a-t-elle pu obtenir une audience avec le futur roi de France? Comment a-t-elle franchi les portes du château de Chinon, traversé les couloirs pleins de courtisans, de gardes, de conseillers méfiants? Qui lui a ouvert le chemin? La réponse tient en un nom que les manuels scolaires ne mentionnent presque jamais. Yolande d'Aragon. Yolande n'est pas reine de France. Officiellement, elle n'est que duchesse d'Anjou, comtesse de Provence, reine titulaire de Naples et de Sicile. Des titres impressionnants, mais sans pouvoir réel sur le royaume de France. Pourtant, elle est la femme la plus puissante de la cour. Elle est la belle-mère du dauphin Charles. Sa fille, Marie d'Anjou, a épousé l'héritier du trône. C'est Yolande qui a arrangé ce mariage. C'est elle qui a élevé le jeune Charles, qui l'a pris sous sa protection quand sa propre mère le rejetait. Et c'est elle qui tient les cordons de la bourse, car le petit roi de Bourges est ruiné. Les caisses du royaume sont vides. Les soldats désertent, faute d'être payés. Les alliés se détournent. Seule Yolande continue de financer la résistance, avec ses propres revenus, avec ses propres réseaux, avec sa propre volonté. Sans elle, il n'y aurait plus de camp français. Quand Jeanne d'Arc arrive à Chinon en février 1429, la cour est divisée. Certains conseillers pensent qu'il s'agit d'une folle, d'autres soupçonnent un piège anglais, d'autres encore craignent une sorcière envoyée par le diable. Le dauphin hésite, il hésite toujours. C'est Yolande qui tranche. Elle fait examiner Jeanne par des théologiens à Poitiers. Pendant 3 semaines, des docteurs en théologie interrogent la jeune fille, cherchent des signes d'hérésie, de possession démoniaque, de mensonges. Ils ne trouvent rien. Jeanne répond avec une simplicité et une assurance qui les déconcerte. Yolande fait également examiner Jeanne par des matrones, des femmes chargées de vérifier sa virginité, car une vierge ne peut pas être une sorcière, selon les croyances de l'époque. Le diable ne peut pas posséder un corps pur. Jeanne est déclarée vierge. Les examens sont concluants. Yolande pousse le dauphin à faire confiance à cette étrange messagère. Mais elle fait plus que convaincre. Elle finance. Les comptes de la maison d'Anjou ont été conservés. Ils montrent que Yolande a personnellement payé l'équipement de Jeanne d'Arc, l'armure, l'épée, l'étendard blanc brodé de fleurs de lys, les chevaux, la petite troupe qui l'accompagne. Sans cet argent, Jeanne n'aurait jamais pu lever le siège d'Orléans. En mai 1429, Jeanne accomplit l'impossible. En quelques jours, elle libère Orléans, assiégée depuis des mois par les Anglais. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un miracle, une intervention divine. La pucelle a sauvé la France. En juillet, Jeanne conduit le dauphin jusqu'à Reims. Dans la cathédrale où tous les rois de France ont été sacrés depuis des siècles, Charles VII reçoit l'onction sainte. Il est enfin roi, légitimement, incontestablement.
Yolande d'Aragon assiste à la cérémonie. Elle a 65 ans. Elle voit l'aboutissement de 20 années de combat politique. Le fils qu'elle a protégé, élevé, financé, est enfin reconnu comme roi de France. Mais ensuite, quelque chose change. Jeanne veut continuer. Elle veut marcher sur Paris. Elle veut chasser définitivement les Anglais. Mais la cour hésite. Charles VII négocie. Les conseillers freinent. En mai 1430, Jeanne est capturée à Compiègne par les Bourguignons. Elle est vendue aux Anglais. Un procès en hérésie s'ouvre à Rouen. Et Yolande ne fait rien. Ce silence a longtemps intrigué les historiens. Pourquoi celle qui avait tout fait pour lancer Jeanne d'Arc n'a-t-elle rien tenté pour la sauver? La réponse est cruelle, mais elle éclaire la nature du pouvoir. Yolande était une pragmatique, une stratège, une politique jusqu'au bout des ongles. Jeanne avait accompli sa mission. Le sacre avait eu lieu. La légitimité de Charles VII était établie. Le rapport de force avait changé. Risquer une guerre pour sauver une paysanne, même une paysanne miraculeuse, n'entrait pas dans ses calculs. Jeanne d'Arc meurt brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Elle a 19 ans. Yolande d'Aragon meurt 11 ans plus tard, en 1442, dans son château de Saumur. Elle a vu la France commencer à se relever. Elle a vu les Anglais reculer. Elle a vu son gendre, Charles, s'affirmer enfin comme un vrai roi. Elle n'a pas de statue, pas de rue à son nom, pas de place dans les manuels scolaires. Jeanne d'Arc est devenue une légende, une sainte, un symbole national. Yolande d'Aragon est restée dans l'ombre. Pourtant, sans elle, il n'y aurait pas eu de Jeanne d'Arc. Pas d'audience à Chinon, pas d'examen à Poitiers, pas d'armure, pas d'étendard, pas d'armée, pas de siège d'Orléans levé, pas de sacre à Reims. Yolande a compris avant tout le monde que cette jeune fille pouvait être un instrument politique, que ses visions, vraies ou fausses, pouvaient galvaniser un royaume épuisé, que la foi pouvait devenir une arme. Elle a parié sur une visionnaire quand tous les autres ne voyaient qu'une illuminée, et elle a gagné son pari. L'histoire retient les héros qui se tiennent au premier rang. Elle oublie ceux qui, dans l'ombre, leur ont ouvert la porte. Yolande d'Aragon n'a pas sauvé la France elle-même, mais elle a rendu possible le miracle, et parfois c'est cela, le vrai pouvoir, non pas accomplir l'exploit, mais permettre qu'il advienne. Nous sommes en 1483. Dans le château d'Amboise, un roi se meurt. Louis XI a 60 ans. Son corps est ravagé par la maladie, mais son esprit reste acéré jusqu'au bout. Il sait que son fils, Charles, n'a que 13 ans. Il sait que les grands seigneurs du royaume attendent sa mort comme des vautours. Il sait que la France risque de sombrer dans le chaos. Alors il prend une décision extraordinaire. Sur son lit de mort, Louis XI désigne sa fille aînée, Anne, comme régente du royaume. Pas son cousin, pas un prince de sang, pas un grand seigneur. Sa fille, une femme de 22 ans. Les chroniqueurs rapportent ses dernières paroles à son sujet. Louis XI aurait dit qu'Anne était la moins folle femme de France, car de sage, il n'y en a point. Derrière l'ironie misogyne de l'époque, le compliment est immense. Louis XI était l'un des rois les plus retors, les plus méfiants, les plus intelligents de l'histoire de France. Un manipulateur de génie qui avait passé sa vie à déjouer les complots et à écraser ses ennemis. Et c'est à sa fille qu'il confie son royaume. Il savait ce qu'il faisait. Anne de France n'est pas une princesse ordinaire. Depuis son adolescence, son père l'a formée à l'art du pouvoir. Elle a assisté aux conseils royaux. Elle a observé les négociations diplomatiques. Elle a appris à lire les hommes, à déceler leurs faiblesses, à anticiper leurs trahisons. Elle est prête, mais les grands seigneurs ne l'entendent pas ainsi. Dès la mort de Louis XI, une coalition se forme. À sa tête, Louis d'Orléans, cousin du jeune roi et premier prince de sang. Il revendique la régence. Comment une femme pourrait-elle gouverner la France? La loi salique interdit aux femmes de régner. Certes, Anne n'est pas reine, seulement régente.
Mais le principe est le même. Le pouvoir appartient aux hommes. Louis d'Orléans trouve des alliés, le duc de Bretagne, François II, qui rêve d'indépendance pour son duché. Maximilien d'Autriche, futur empereur, qui convoite l'alliance bretonne. Des seigneurs mécontents, des ambitieux, des opportunistes. En 1485, la révolte éclate. On l'appellera la guerre folle. Anne de France ne panique pas, elle ne fuit pas, elle ne négocie pas, elle fait la guerre. Elle lève des armées, elle nomme des généraux fidèles, elle organise la logistique, les finances, les approvisionnements. Les instructions militaires qu'elle envoie là à ses commandants ont été conservées. Elles révèlent une connaissance précise de la stratégie, des fortifications, des mouvements de troupes. En juillet 1488, l'armée royale écrase les rebelles à Saint-Aubin-du-Cormier, en Bretagne. La bataille est décisive, 6000 morts du côté des coalisés. Le duc de Bretagne perd tout espoir d'indépendance. Louis d'Orléans est capturé sur le champ de bataille. Anne le fait emprisonner à Bourges. Pas exécutée, elle est impitoyable, mais pas cruelle. Elle sait que Louis d'Orléans pourrait un jour être utile. Elle a raison, il deviendra roi sous le nom de Louis XII. Mais pour l'instant, elle savoure sa victoire. La guerre folle est terminée. Anne de France a vaincu une coalition de princes. Elle a prouvé qu'une femme pouvait commander des armées, gagner des batailles, écraser ses ennemis. Elle n'a que 27 ans. La victoire militaire lui permet d'accomplir un coup de maître diplomatique. Le duc de Bretagne meurt quelques semaines après la défaite. Sa fille, Anne de Bretagne, hérite du duché. Elle a 11 ans. C'est le plus beau parti d'Europe. Tous les princes la convoitent. Maximilien d'Autriche parvient même à l'épouser par procuration. Anne de France réagit avec une rapidité fulgurante. Elle fait annuler le mariage autrichien. Elle négocie l'union de la jeune duchesse avec son frère Charles VIII. Le mariage est célébré en décembre 1491 au château de Langeais. La Bretagne est rattachée à la France. Ce mariage est l'un des événements les plus importants de l'histoire de France. Il met fin à des siècles de rivalité entre le duché et le royaume. Il complète l'unité territoriale française, et c'est Anne de France qui l'a orchestré. Contre les intérêts de l'Angleterre, de l'Espagne, du Saint-Empire, contre tous ceux qui voulaient empêcher ce rattachement. Une femme de 28 ans a redessiné la carte de la France. Mais Anne de France n'est pas seulement une stratège politique et militaire, c'est aussi une intellectuelle. Elle est l'auteur d'un ouvrage remarquable, Les enseignements à sa fille Suzanne. Ce traité d'éducation, destiné aux jeunes femmes de la noblesse, enseigne l'art de survivre et de s'imposer dans un monde dominé par les hommes. Anne y écrit « Une femme sage doit savoir dissimuler ses pensées et ne jamais montrer ses faiblesses, car les hommes n'attendent qu'une occasion de la rabaisser. » Elle y enseigne la prudence, la patience, l'observation. Elle explique comment analyser les rapports de force, comment choisir ses alliés, comment neutraliser ses adversaires sans jamais paraître menaçante. C'est un manuel de survie politique, un guide pour les femmes qui veulent exercer le pouvoir dans un monde qui le leur refuse. En 1491, Charles VIII atteint sa majorité. Anne de France cède officiellement la régence, mais son influence reste considérable. Elle continue de conseiller son frère, de peser sur les décisions du royaume. Charles VIII meurt en 1498 sans héritier. Louis d'Orléans, celui qu'Anne avait vaincu et emprisonné, devient roi sous le nom de Louis XII. Ironie de l'histoire, Louis XII ne cherche pas à se venger. Au contraire, il traite Anne avec respect. Il reconnaît en elle une égale en intelligence politique. Il sait ce qu'elle a accompli. Il l'appelle Madame la Grande. Ce surnom, donné par son ancien ennemi, dit tout. Anne de France était grande, par son intelligence, par son courage, par sa vision politique. Elle meurt en 1522, à plus de 60 ans, retirée dans ses terres du Bourbonnais,
Elle a vu la France entrer dans la Renaissance. Elle a vu les guerres d'Italie commencer. Elle a vu un monde nouveau émerger. Et pourtant, l'histoire l'a presque oubliée. Quand on parle des femmes de pouvoir en France, c'est Catherine de Médicis qui vient à l'esprit. La reine noire, la maîtresse des poisons, la figure controversée des guerres de religion. Mais Catherine de Médicis elle-même a étudié l'exemple d'Anne de France. Elle a lu ses enseignements. Elle a analysé ses méthodes. Elle s'en est inspirée. Anne de France n'était pas seulement une régente. Elle était un modèle. Elle a prouvé qu'une femme pouvait gouverner un royaume aussi bien qu'un homme. Mieux peut-être, elle a gagné une guerre. Elle a rattaché la Bretagne à la France. Elle a formé la génération suivante. Et elle l'a fait dans un monde qui lui refusait officiellement le droit au pouvoir. Ses contemporains l'appelaient Madame la Grande. L'histoire aurait dû retenir ce nom.